Nous allons vous parler aujourd'hui de M. Xavier Moreau, qui est le responsable du site et de la chaîne YouTube Stratpol. Xavier Moreau est un ancien officier de l'armée française, diplômé de la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Depuis une vingtaine d'années, M. Moreau a migré en Russie, où il vit maintenant. Sur son site, il se livre à un travail d'information sur la réalité de la Russie actuelle. Son travail, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, consiste à rétablir des faits, souvent déformés ou tout simplement inventés par les médias occidentaux. C'est un travail que M. Moreau réalise avec constance, mais aussi avec une grande minutie. Son information sur les sujets qu'il traite, notamment en matière militaire, industrielle, financière ou commerciale, est le plus souvent exacte. Mais aussi, lorsqu'il n'est pas certain ou convaincu par une information délivrée par des sources russes, il ne manque jamais de le dire. Son site, comme sa chaîne YouTube, sont clairement et fermement pro-russes. C'est pourquoi ses scrupules sont les bienvenus et sont dignes d'être remarqués. Cependant, M. Moreau est un nationaliste français et un catholique. Ceci n'est pas une critique ou un reproche, mais un fait. Or, le courant national-catholique est une tendance d'extrême droite. Ce courant est d'extrême droite, c'est certain, mais ce qui ne laisse aucun doute, c'est lorsqu'un partisan de cette tendance s'exprime au sujet de l'histoire coloniale française. Arrivé à ce sujet central, c'est l'effondrement. Le propos devient désordonné et mensonger. C'est un déni d'histoire et de vérité, très impressionnant. Dans ce bulletin numéro 93 de sa chaîne Stratpol, M. Xavier Moreau s'exprime au sujet du colonialisme français, et il faut le dire, c'est un festival de contre-vérités. Ce ne sont pas des mensonges originaux, comme nous l'avons indiqué il y a un instant. Ce sont des mensonges ordinaires en France, à droite ou à l'extrême droite. On pourrait même dire que c'est là le marqueur commun de toute extrême droite, à savoir le mensonge compulsif au sujet du colonialisme. Nous allons maintenant voir les affirmations péremptoires mais toutes fausses de M. Moreau au sujet du colonialisme. Dans ce livre, le premier événement, c'est la déclaration de Madame Florence Haïm, donc qui était porte-parole de La République En Marche en 2017 pendant quelques semaines, et donc qui incarne vraiment ce que j'appelle la gauche bourgeoise. Et voilà ce qu'elle a déclaré sur une chaîne de télé française. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine? Est-ce qu'on est prêt à envoyer nos enfants en France pour aller se battre en Ukraine? Et je pense que si vous faites un sondage dans la population française, on aura malheureusement une réponse où la majorité des Français diront « on aide, mais on ne va pas aller mourir en Ukraine ». Et donc ça illustre parfaitement deux de mes chapitres, la gauche française et la guerre, et la gauche française et la colonisation, puisque les guerres impérialistes qui ont été menées par la France à partir de la Troisième République ont été menées par la gauche. C'est la gauche qui a colonisé, qui, pour exporter la bonne nouvelle démocratique de la gauche française, n'a pas hésité à envahir le continent africain et y envoyer mourir de jeunes soldats français. Dans ce passage, vous avez donc entendu tout d'abord Madame Laurence Haïm, qui en effet est une journaliste, macroniste, et d'autres choses que je pourrais rajouter, mais comme c'est dangereux, on va se limiter. Quand je dis quand c'est dangereux, je veux dire, ça n'a rien de donner le bâton pour se faire battre, comme l'imam Rioussen. Hein? Voilà. Parce que pleurnicher après coup, ça ne sert à rien de toute façon. Donc il faut être prudent avant. Bon, ceci étant dit, il nous passe un extrait dans lequel cette Laurence Haïm, qui est une folle, hein, c'est une folle dingue. Elle dit, si on l'écoute, il faudrait que les Français soient d'accord pour aller se faire buter par les Russes pour sauver le régime de M. Zelensky. Et évidemment, les Français ne sont pas très très chauds. Fort heureusement pour eux d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un fait exact. Mais ce qui est important, au fond, maintenant, Laurence Haïm,
ce que raconte le gouvernement Macron, tout ça, c'est franchement insignifiant. Ce qui est important, c'est la conclusion qu'il s'imagine pouvoir tirer. Et quelle est sa conclusion? C'est de dire que le discours de Madame Laurence Haïm est la continuation du discours de la gauche depuis des siècles, et en particulier sur la question du colonialisme. Et M. Moreau enchaîne en disant que l'histoire du colonialisme, c'est l'histoire de la gauche. Eh bien, c'est faux. Tout simplement, c'est faux. C'est plus que faux, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qu'on entend souvent. Hein. Ce mensonge, je l'ai entendu répété par M. Lugan, par Soral, par Zemmour. Enfin bon, voilà, vous voyez d'où ça vient. C'est un mensonge. D'abord, il y a eu, et je ne veux pas insister longtemps là-dessus, il y a eu un colonialisme qui est très très antérieur, qui est à l'époque monarchique, qui a été ce qu'on appelle la première colonisation française, qui s'est passée en Amérique, qui a suivi la découverte d'Amérique, qui s'est également répandue dans quelques endroits, l'océan Indien, etc. Bon, c'est-à-dire, le colonialisme s'est fait en plusieurs périodes. Il y a une période ancienne qui est la période pré-capitaliste, et puis la deuxième, qui est la période capitaliste et impérialiste. Bon, si on prend par exemple l'Algérie, qui est quand même le gros morceau du colonialisme français, c'est pas du tout la Troisième République, c'est pas la République, c'est pas la gauche. Parce que quand il dit la gauche, en fait, il pense la République. Bon, mais pas du tout. La colonisation de l'Algérie commence en 1830. On est encore sous régime monarchique. Elle se poursuivra sous le Second Empire, à l'époque de Napoléon III. Et elle continuera comme ça jusqu'à son terme, en 1962. Ni le régime de Vichy, qui est un régime de droite, à l'extrême droite, n'a songé à mettre fin au colonialisme en Algérie, ni le général de Gaulle, ni en 1945 quand il a pris le pouvoir, ni ensuite en 1958 quand il est revenu, après le coup d'État organisé par les gaullistes, la fameuse opération Résurrection, qui a fait tomber la 4e République et instaurer la 5e. Voilà. Donc c'est archi faux, mais c'est un mensonge absolument dingue. Il est faux de dire que c'est la gauche, et en l'occurrence, je répète, quand il dit la gauche, il veut dire les républicains, la Troisième République. Et c'est normal, hein, lui c'est un conservateur catholique, hein, un nationaliste, conservateur catholique, donc la République c'est pas sa tasse de thé. Ce qui est son droit, moi je m'en fous de tout ça. Mais c'est un point historique faux. Bon, alors ce qui est vrai, c'est que la colonisation a continué avec la Troisième République. C'est vrai. Ça, c'est un fait réel. Mais ce n'est pas du tout exact de dire que c'est la Troisième République qui a commencé le colonialisme. Ce n'est pas vrai. Voilà. J'ajoute, j'ai cité le général de Gaulle il y a 2 minutes, mais il faut savoir que quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, comme vous le savez, la guerre va durer encore 4 ans en Algérie, puisqu'elle se termine en 62. Bien. Les accords d'Évian de mars 62, puis l'indépendance en juillet 62. Bon. Mais ça a été 4 années de guerre féroce. Absolument féroce. Hein, ça a été les années les plus dures. Bon, ça ne veut pas dire que les autres étaient tranquilles, les 4 années précédentes, mais ces 4 années-là ont été absolument féroces. De Gaulle voulant avoir le dernier mot, ce qu'il n'a pas eu. Bon. Voilà, donc c'est un mensonge. Mais ce mensonge, vous l'entendez répéter en permanence. Permanence. Hein, la gauche, que je ne défends pas, moi, parce que la gauche, moi, personnellement, j'en ai rien à cirer. Hein, la gauche, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, sur ce terrain, M. Moreau a tendance à un peu raconter n'importe quoi, puisqu'il appelle, par exemple, le régime actuel en France, le régime de M. Macron, il l'appelle gauchiste ou socialiste.
faut être complètement givré pour dire ça. Mais c'est général, là, c'est pareil. C'est un truc d'extrême droite maintenant, et de droite. Pour expliquer les problèmes qu'il y a en France, ils vous disent que c'est la faute du socialisme. C'est la faute à Lénine. Bon, c'est pas la faute au capitalisme, hein, ou à l'impérialisme. Non, non, c'est la faute du socialisme et du gauchisme. C'est le grand n'importe quoi. Et ça va plus loin, puisque quand ils vous parlent des régimes, du régime américain, de Biden, ou de Clinton avant, etc., sauf Trump. Hein. Trump, il est bien. Là, ils adorent. Mais les autres, c'est des gauchistes. Biden, c'est un gauchiste. C'est fini, il n'y a plus de définition à rien. Une table, c'est un éléphant, une chaise, je sais pas quoi, c'est un tracteur. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a plus aucun sérieux là-dedans. Et ce n'est pas que M. Moreau. Hein. J'ai dit quelles étaient en introduction, quelles étaient les qualités de M. Moreau. Et j'invite à regarder sa chaîne Stratpol quand il parle de la situation en Ukraine et en Russie. Hein. C'est vraiment très bien. Mais quand il sort de ça, ça devient le grand n'importe quoi. Au fond, l'extrême droite est dans cette situation, la droite en général, c'est qu'elle ne peut pas assumer son histoire réelle. Ils assument une histoire imaginaire, mais pas l'histoire réelle. Voilà. Et donc, il faut le mettre sur le dos de quelqu'un. Donc, ils inventent des gauchistes partout. Biden gauchiste, Macron socialiste. Mais c'est complètement fou, hein. Bon, voilà pour ce premier extrait. Et là, c'est exactement la même chose. La gauche française est en guerre contre la Russie pour des tas de raisons, notamment, comme au XIXe siècle, parce que la Russie est considérée comme une puissance conservatrice, alors que la gauche, elle, comme au XIXe siècle, est progressiste, et elle pense qu'elle a le droit d'envoyer des soldats français, le cas échéant, mourir pour son idéologie, pour son fanatisme. Alors, dans ce court passage, M. Moreau s'égare considérablement, c'est que expliquer l'hostilité à la Russie aujourd'hui parce que la Russie serait depuis 19e siècle une puissance conservatrice et c'est pourquoi elle serait prise comme cible par les puissances dites progressistes, c'est n'importe quoi, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. D'accord ? D'abord, la Russie a d'abord été prise comme cible à l'époque où elle est devenue soviétique, pas avant. Je signale à M. Moreau que la France était une alliée de la Russie, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. C'est faux de dire que la France progressiste, et on était sous la Troisième République, était contre la Russie tsariste. Ce n'est pas vrai. La France est devenue anti-russe quand, après 1917, après la victoire, enfin d'abord la guerre civile qui a duré des années, la victoire bolchevique. Les bolcheviks, d'ailleurs, il faut le rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas tout ça, ont dû affronter non seulement les armées blanches, c'est-à-dire les armées intérieures russes pro-tsaristes, ou en tout cas de droite, mais les bolcheviks ont dû faire face à peu près une douzaine d'armées coalisées, armées étrangères, coalisées contre la Russie, socialiste, contre la révolution bolchevique, contre la... oui, je viens de le dire, la révolution socialiste. Cette dizaine d'armées étaient des armées occidentales, impérialistes, françaises, américaines, allemandes, etc. Bon. Donc c'est absurde de dire, et c'est faux surtout, hein, c'est pas que c'est absurde, c'est surtout faux d'abord. Commençons par le début, c'est faux de dire que la France progressiste, je ne sais pas ce qu'il veut dire par progressiste, se serait opposée à la Russie conservatrice. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. S'agissant de la situation actuelle, là, au moment où nous sommes, mais en fait, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Bon, c'est la limite de l'analyse de M. Moreau, de certain nombre d'auteurs de droite, etc., c'est que comme ils ne possèdent pas les outils théoriques, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent pas que ce qui se passe aujourd'hui entre le bloc occidental, commandé par les États-Unis, par l'impérialisme américain, d'une part, et d'autre part, la Russie et la Chine, c'est tout simplement
une redite, une réactualisation des guerres inter-impérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon qu'au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, il y a eu une guerre inter-impérialiste entre les puissances impérialistes pour se partager le monde. Quelles étaient les puissances impérialistes de l'époque? Il y avait l'Angleterre, évidemment, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis, puis d'autres moins importantes, comme le Portugal ou les Pays-Bas, etc. Mais les grandes puissances impérialistes, celles dont je viens de donner la liste. Le Japon, bien sûr, pour rajouter le Japon. Et donc ces pays se sont affrontés, ces impérialismes se sont affrontés pour se partager le monde. Aujourd'hui, ce qui différencie la situation d'aujourd'hui de celle d'il y a un siècle, c'est que maintenant les puissances occidentales sont en voie d'effondrement. Alors bon, les impérialismes français, anglais ont très largement régressé et sont aujourd'hui ni plus ni moins que au service de l'impérialisme américain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ambition de la bourgeoisie française, par exemple, de jouer un rôle mondial. Les Français veulent se mettre au service, ou plutôt être sous la protection de l'impérialisme américain. Voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je renvoie au livre de Madame, au pluriel, les livres, au livre de Madame Jacqueline Lacroix-Harise, qui a fait beaucoup, qui a montré, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, le choix de la bourgeoisie française pro-allemande, c'est-à-dire de se mettre sous le parapluie de l'Allemagne, hein, qui explique la très très grosse tendance de la bourgeoisie française à collaborer avec l'Allemagne. Enfin bref, tout ça, c'est des choses pour les gens qui sont un peu cultivés ou qui veulent se cultiver. C'est des choses archi connues. Mais le type d'extrême droite ne veut pas. Ça bloque. Ça bloque dans son cerveau. Il ne veut pas. Il préfère réécrire l'histoire. Quant aux enjeux actuellement, il ne les comprend pas. C'est une guerre inter-impérialiste qui ne fait que commencer. Et les décennies qui viennent vont être animées par ça. Voilà. Empêchés, les Occidentaux sont prêts à couper le monde en deux. Ou en trois, on verra bien combien de morceaux. Pour ne pas tomber sous l'influence de l'impérialisme chinois, par exemple. Sans parler de ceux qui vont émerger, par exemple l'Indien. D'où le fait d'essayer, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres occasions, essayer de gagner l'Inde. Essayer d'attirer l'Inde dans le coin occidental, ce qui ne va pas être facile. Mais c'est ce qu'ils essayent. Voilà. On est exactement dans la même situation qu'au moment des guerres coloniales à la fin du XIXe siècle ou au moment des guerres de décolonisation où François Mitterrand a envoyé le contingent en Algérie. Et c'est ça qui caractérise la gauche bourgeoise et qui explique notamment la situation dans laquelle on se trouve. Alors dans ce passage, M. Moreau voudrait faire un lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe actuellement avec le gouvernement français en Russie. C'est-à-dire l'intervention, qui n'en est pas une en réalité, c'est une demi-intervention, mais peu importe. Il dit que le comportement actuel est comme celui de la gauche pendant la guerre d'Algérie, où M. Mitterrand aurait envoyé le contingent en Algérie. Erreur, hein, erreur factuelle, facile à vérifier. Donc, comme M. Moreau devrait essayer de se renseigner un peu avant. Non, ce n'est pas Mitterrand qui a envoyé le contingent en Algérie. La guerre d'Algérie commence officiellement, parce qu'en fait, elle était en état de guerre depuis quasiment toujours. Mais enfin, disons qu'elle commence officiellement. Le FLN déclenche la lutte armée le 1er novembre 1954. Et à ce moment-là, M. Mitterrand n'est pas au gouvernement. C'est donc le gouvernement en place de l'époque qui intervient en Algérie. Ensuite, il est vrai que c'est un homme de gauche, enfin, ce qu'on appelle la gauche, mais je reviendrai un jour sur le détail de ce que ça veut dire à gauche, parce que sinon ça devient d'une confusion totale. Disons, c'était le secrétaire général du SFIO, qui est le vieux parti socialiste,
Hein, SFIO, ça veut dire Section française de l'Internationale ouvrière. C'est-à-dire de la 2e internationale. Voilà. La 3e internationale étant celle communiste, celle de Moscou, fondée avec la révolution bolchevique et avec Lénine. Voilà, bon, c'est un petit détail historique. Et donc, celui qui arrive au pouvoir en 1956 et qui envoie le contingent, en effet, en Algérie, c'est donc l'ancien secrétaire général de SFIO, qui devient donc président du Conseil. C'était le nom condamné à l'époque à celui qui exerçait le pouvoir exécutif, puisque sous la quatrième République, le président de la République n'avait aucun pouvoir. Le pouvoir était, nous étions sous un régime parlementaire, et donc le pouvoir était exercé par le président du Conseil. Et donc le président du Conseil en 1956, ancien dirigeant de la SFIO, c'est bien M. Guy Mollet. C'est M. Guy Mollet. Voilà. C'est pas Mitterrand. Mitterrand, outre le fait qu'il n'était pas membre de la SFIO, hein, il n'était pas encore officiellement de gauche, Mitterrand. Hein. C'est plus tard que ça va arriver, ça. Hein. À cette époque-là, le dirigeant, le chef de l'exécutif politique, c'est donc M. Guy Mollet, en 1956, et c'est donc lui qui envoie le contingent français en Algérie. Voilà. Je fais remarquer que personne ne reviendra sur cette mesure, pas même le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, il n'est pas de droite. Le général de Gaulle ne reviendra pas sur le fait qu'on a envoyé le contingent. Pour une raison simple, c'est que la France ne pouvait pas faire autrement. Hein. Sinon, elle aurait été vaincue en quelques heures. Hein. Elle est obligée de mettre le paquet. Il faut savoir, pendant cette période, on parle beaucoup de l'OTAN aujourd'hui, il faut savoir que la guerre d'Algérie a été soutenue massivement par l'OTAN. Il ne faut pas oublier ça. C'est un détail qu'on oublie de dire, notamment nos droits d'art. Mais la guerre d'Algérie a été soutenue massivement par l'OTAN. On n'a pas attendu la guerre d'Ukraine pour nous parler de l'OTAN. Hein. Les Algériens en ont payé le prix. Bon, ça n'a servi à rien, puisqu'au final, les choses sont passées comme elles sont passées. Mais enfin, la France avait le soutien de l'OTAN. Donc le contingent entier de l'armée française, dans les classes mobilisables de l'époque, c'est ça que ça veut dire, ce qui fait grosso modo que 2 millions de Français, ce sont 2 millions de soldats. Hein. Je ne parle pas des flics, des CRS, des fonctionnaires, ça, je parle juste de l'armée. 2 millions de Français se sont succédés en Algérie. 2 millions, vous vous rendez compte. C'est gigantesque. Plus le soutien de l'OTAN. Voilà. Donc, non, c'est pas Mitterrand qui a envoyé le contingent, c'est bien Guy Mollet. En revanche, Mitterrand a été garde des Sceaux, pardon. Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et qu'il a fait une chose absolument terrible, c'est qu'il a refusé la grâce qui avait été demandée pour plusieurs centaines. Hein. J'ai plus le chiffre en tête. Hein. Plusieurs centaines de condamnés à mort, algériens condamnés à mort par la justice française, hein, pour ainsi dire, on rit quand on dit ça, qu'ils avaient condamnés à mort et qui ont été guillotinés. Et en effet, Mitterrand a signé, a refusé la grâce. Bien. Il faut dire, hein, pour être juste, que Mitterrand, beaucoup plus tard, dans un livre qu'il a écrit, une espèce de livre confession qu'il a fait avec monsieur Georges-Marc Benamou, a dit que c'était le plus grand regret de sa vie. Voilà. Pas seulement d'avoir fait guillotiner les gens, mais globalement, sa position Algérie française pendant la guerre d'indépendance. Il a dit qu'il regrettait que ça avait été sa plus grande erreur, la plus grande erreur politique de sa vie. Bon, au moins un qui est mort avec un peu de lucidité. Aujourd'hui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron et son entourage sont prêts à précipiter la France dans une catastrophe économique, une catastrophe énergétique cet hiver, pour leur idéologie. Et pour ça, ils sont également prêts, ils rêvent de pouvoir envoyer de jeunes soldats français qui se sont engagés dans l'armée française, puisque notre armée est désormais une armée professionnelle, pour défendre leur patrie, les engager dans une guerre qui ne nous concerne absolument pas.
Alors, dans ce passage, M. Moreau nous dit que le président Macron est prêt, par idéologie, à plonger la France dans une grande crise économique, militaire, etc. Bon, tout d'abord, ce n'est pas M. Macron qui plonge la France dans une crise économique, hein. Parce que la crise économique, d'abord, elle est globale, elle est mondiale, enfin, elle est occidentale, fondamentalement, mais c'est une crise du capitalisme. Évidemment, M. Moreau, lui, est un fervent partisan du capitalisme. Il aime la Russie poutinienne parce que c'est la Russie qui a restauré le capitalisme. Parce que la Russie, c'est pas autre chose qu'une puissance capitaliste, hein. Comme la Chine, d'ailleurs, hein. Ceux qui vous racontent que c'est des États socialistes. Alors bon, on ne le dit pas de la Russie, hein. Tout le monde a compris que ça n'était plus. Mais on vous le dit encore de la Chine. C'est un pays communiste ou socialiste. Pas du tout, hein. C'est n'importe quoi. Évidemment, c'est un peu trompeur puisque le parti, la classe dominante se cache derrière un nom qui est celui de parti communiste. Et donc, ça peut créer la confusion. Mais qu'est-ce que c'est qu'un parti communiste qui ne fait que du capitalisme? Ben, c'est du capitalisme. C'est aussi con que ça. D'accord? Et le fait qu'il se cache derrière le communisme, le mot communiste, n'y change rien. Mais là, bon, je ne vais pas aller plus loin sur cette question. Là encore, avec un peu de chance, nous y reviendrons dans le détail. Je reviens donc à ce que dit M. Moreau. Non, ce n'est pas M. Macron qui décide qu'il y a une crise économique. Non, c'est parce qu'il y a une crise économique que M. Macron, M. Biden, les Allemands, tout l'Occident se précipite dans une politique de plus en plus folle, c'est vrai. Mais c'est le capitalisme, c'est le cours normal du capitalisme qui les conduit là. C'est pas la première fois que ça arrive et c'est pas la dernière. Sauf accident nucléaire global. Normalement, bon. Ce qui est en train de se passer, je le répète, et ça, M. Moreau ne veut pas le voir, ne le comprend pas du tout, hein. Ce qui est en train de se passer, c'est un affrontement entre, d'une part, le capitalisme, les impérialismes occidentaux, qui sont tous sous la direction de l'impérialisme américain, d'une part, et d'autre part, d'autres impérialismes, le russe et le chinois. S'agissant de ce qui se passe en Ukraine, alors on ne peut pas parler pour le coup d'impérialisme russe en Ukraine parce que c'est pas exactement là que s'exerce l'impérialisme russe, hein, pour des raisons historiques qui ont déjà été dites par d'autres, notamment par M. Moreau, etc. Le statut de l'Ukraine, à l'exception, disons, de l'Ukraine de l'Ouest, qui n'est pas russe, de tradition, de culture, etc. Mais disons, pour le reste, et notamment l'Est de l'Ukraine, nous sommes en Russie, c'est un fait. Hein, l'Ukraine en tant qu'État a été constituée pour toutes sortes de raisons historiques sur lesquelles on pourrait revenir. Hein. En effet, l'État soviétique qui reconnaissait, lui, les nationalités. On présente souvent ça comme une erreur, comme la volonté de je sais pas quoi, de prendre quelque chose aux Russes, etc. Non, au contraire. La révolution bolchevique a essayé de redonner à toutes les nationalités de l'Empire, de l'ancien Empire russe, l'Empire tsariste, a essayé de leur redonner des droits. Des langues qui ont failli mourir en Russie ont été revitalisées grâce à l'immense effort de l'Union soviétique. L'Union soviétique a accordé de très très grands droits culturels à peu près tout le monde. Et donc, leur reprocher d'avoir, dans un premier temps, donné à l'Ukraine son autonomie, une autonomie, disons, par rapport à la Russie, c'est pas tout à fait correct, pas tout à fait juste. Hein, il faut juger la politique globale de ce qu'on appelait les nationalités à l'époque de l'Empire russe, mais également l'Empire austro-hongrois, etc. Et la reconnaissance de ces nationalités, de ces langues, de ces cultures, de ces religions. Hein, parce que bon, on présente aussi
l'Union soviétique comme une machine à réprimer la religion, c'est pas tout à fait exact. C'était une machine à réprimer le pouvoir politique des religions, c'est-à-dire le pouvoir théocratique. Ça, c'est vrai, hein. Ils y sont allés franchement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont persécuté la religion ou les religions. Bien. En tout cas, mettons ça de côté. Ça peut se discuter, hein, il n'y a pas de souci. Mais le conflit qui a lieu en ce moment avec la Russie et déjà avec la Chine, c'est un conflit d'ordre de guerre inter-impérialiste. Je répète, c'est une guerre pour le partage du monde, pour savoir qui va l'emporter dans les années, les décennies qui viennent. Qui va être le centre du monde? Est-ce qu'il y en aura un? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce que les impérialistes vont pouvoir travailler ensemble ou pas du tout? Hein, vous savez que Poutine, très longtemps, a espéré, a voulu un accord avec les Occidentaux, c'est-à-dire être reconnu comme puissance mondiale, comme puissance capitaliste. Hein. Poutine et les oligarques russes sont des bourgeois, sont des capitalistes, et donc ils voulaient juste qu'on reconnaisse leur juste place à l'échelle mondiale. Or, les Occidentaux, en général, et les Américains en particulier, ne voulaient pour les Russes qu'une position de dominer, pas de position d'égalité. C'est d'ailleurs le problème qui se présente avec la Chine. Hein? Les guerres inter-impérialistes, c'est comme ça. Est-ce que tu vas te soumettre à un pouvoir ou est-ce que tu vas t'y opposer? Voilà, nous sommes très clairement entrés dans la période de l'affrontement. Les Russes, Poutine a mis pratiquement 20 ans avant d'y aller. Hein. Mais nous y sommes. Les Chinois, ils vont un peu plus lentement encore, mais de toute façon, l'issue est évidente. Le conflit est inévitable. Alors, quelle forme il va prendre, nous verrons bien. Mais il est inévitable. Et pour eux, c'est d'autant plus facile que leurs enfants ne servent pas dans l'armée. Ça, je l'ai déjà dit. Je crois que Florence Haim, d'ailleurs, n'a pas d'enfants. Donc effectivement, elle peut reprocher aux parents français de ne pas vouloir sacrifier leurs enfants dans une guerre gauchiste. Mais alors, comme vous venez de l'entendre, M. Moreau, décidément, ne veut pas revenir à la raison. Il nous parle maintenant de guerre gauchiste. C'est-à-dire la guerre impérialiste, ça s'appelle une guerre gauchiste. Franchement, mais c'est de la folie. Guerre impérialiste, tout le monde sait ce que c'est que l'impérialisme, enfin devrait le savoir, mais disons, il y a quelques décennies encore, dans des époques un peu moins abruties que la nôtre, actuelle, tout le monde savait ce qu'était l'impérialisme. Et ce qui dit l'impérialisme, c'est pas des gauchistes, comment ils disent à l'extrême droite, là? Les gauchias en Sarwell, ils les appellent comme ça, les gauchias en Sarwell. Vous croyez que c'est les gauchias en Sarwell qui dirigent l'armée américaine, la CIA, l'armée française, l'armée allemande, l'OTAN? On voit des choses très très bizarres à l'OTAN, je suis d'accord. Ou même à la direction de l'armée américaine. Par exemple, les officiers LGBT, c'est vrai. Mais ces officiers LGBT, c'est pas des gauchistes. Encore une fois, si vous commencez à détruire tout le sens des mots, il ne reste plus rien. Hein. Si maintenant les capitalistes, c'est des gauchistes, bon bah, qu'est-ce que je vous dise? Hein, Monsieur Moreau est un catholique. Je pourrais inventer plein de termes catholiques si je veux. Bon, ça serait pas gentil pour eux, mais je pourrais le faire. D'accord? Et des termes qui pourraient le choquer. Il dirait, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hein, pourquoi il dit que catholique, c'est ci ou ça? Ben, c'est comme toi. Par exemple, je pourrais dire, je sais pas, les athées de l'église catholique. Hein, les satanistes de l'église catholique. Ça veut rien dire, hein. Bon. Ben, je pourrais dire ça, ça revient au même. Dire les gauchistes, une guerre impérialiste gauchiste, c'est la même chose que dire l'église catholique athée ou l'église catholique satanique. C'est des termes totalement contradictoires qui s'annulent. Ou par exemple, je pourrais dire le grand rabbinat d'Israël, les plus sûrs garants d'un bon cochon, du bon saucisson halouf. Ça ne veut rien dire. Il y a contradiction dans les termes.
Il y a une chose qui est certaine, c'est que le grand rabbinat, il ne défend pas la qualité du khalouf. Pas plus que le grand moufti de la Mecque. C'est évident. Bon voilà, donc les termes impérialisme, gauchisme, c'est de la merde, c'est des conneries, c'est de l'abrutissement d'extrême droite. Voilà. Oui, Chatoudé. Et là encore, on revient sur un chapitre de mon livre, La gauche française et la répression. Il ne faut pas oublier que pour la gauche française, le principe de base, c'est celui de Saint-Just, qui était le complice de Robespierre, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où Saint-Just, Robespierre ou Emmanuel Macron ont décidé que vous étiez un ennemi de la liberté, ils ont le droit de vous faire tout ce qu'ils veulent, de vous faire taire, y compris en utilisant la violence. Alors là, dans ce passage, franchement, on atteint des sommets. Hein. C'est du confusionnisme. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté vraiment de mentir, pure et simple. Mais je crois pas. Hein. Je pense juste que c'est un... Monsieur Moreau, là, quand il parle de ce genre de sujet, il est totalement confus. Bon, franchement, assimiler... Comment il s'appelle? Monsieur Macron avec des figures, des géants, que sont Saint-Just et Robespierre, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Bon. Alors, évidemment, on peut prendre la formule de Saint-Just, pas d'ennemis, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais évidemment, cette phrase prise comme ça, hors de tout contexte, c'est du n'importe quoi. Deuxièmement, il faut connaître là encore, comme pour l'histoire de la révolution bolchevique, il faut connaître l'histoire de la révolution française, savoir que la France, la révolution a été attaquée de toutes parts, guerre civile plus guerre extérieure, et que donc la position d'un Saint-Just et d'un Robespierre et de quelques autres était une position de défense de la République. Et par République, il faut comprendre tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire la fin du féodalisme et de l'aristocratie et de la théocratie catholique. C'est ça que ça veut dire. On peut ne pas être d'accord, trouver que c'était mieux, que ça aurait été mieux, qu'il faudrait revenir au féodalisme, au servage, etc. Pourquoi pas, hein? Si c'est ça que vous avez comme projet pour vous et vos descendants. Mais assimiler quelque chose comme M. Macron, c'est-à-dire un néant. M. Macron est un néant, avec un géant, comme Saint-Just, et a fortiori Robespierre, c'est de la démence. Ils n'ont rien à voir, ni sur le plan politique, ni sur le plan du style humain qu'ils représentent, ni sur le plan des objectifs politiques, sociaux, etc. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'ailleurs, ça vous dit long sur ce qu'est devenu la bourgeoisie. Parce que la Révolution française, y compris Saint-Just et Robespierre, sont des bourgeois. Hein, la Révolution française de 1789 est une révolution bourgeoise. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. De Marx, en passant par les historiens français du XIXe siècle, etc. Il n'y a pas aucun doute, hein, c'est une révolution bourgeoise. Bon. Mais regardez la dégénérescence de la bourgeoisie. Ce qu'elle était justement au moment de la Révolution française, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec Macron. Mais avant lui, M. Hollande, ou je sais pas quoi, Sarkozy, ou les États-Unis, ou l'Allemagne, de toute façon, il n'y a plus rien qui ressemble à une démocratie bourgeoise classique. C'est fini. C'est terminé, ça. La démocratie bourgeoise admettait un minimum de respect des libertés individuelles et publiques. C'est fini tout ça. Et ça n'a rien à voir avec le gauchisme ou je ne sais pas quoi. D'accord? C'est une absurdité. C'est une absurdité. Voilà, bon, c'est encore une fois une interprétation complètement folle, quoi. C'est-à-dire, si Macron a quelque chose à voir avec Robespierre, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein, ça veut dire, on peut raconter que, par exemple, dans des églises catholiques, on boit quand on dit voici le sang du Christ, en fait, on boit du sang humain. Hein, il y a du cannibalisme. Hein, quand on dit
le curé dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, ça veut dire qu'en fait, ils mangent de la vraie chair humaine et ils boivent du vrai sang humain. C'est n'importe quoi. Monsieur Moreau, faut se calmer un peu. Et voilà, j'ai vu également au passage que un groupe de Camerounais avait demandé à la France de reconnaître ses torts de la colonisation, des massacres, etc., etc. Chers amis africains, il faut arrêter de demander à la France et aux Français de s'excuser, d'accord ? Les responsables de la colonisation, je viens de le dire, c'est la gauche française. Et d'ailleurs, ça ne coûterait absolument rien à Emmanuel Macron de reconnaître que la France est coupable. Mais si vous voulez vraiment aller chercher les responsables, eh bien, encore une fois, la réponse est dans mon livre. C'est la gauche française qui a colonisé et c'est elle qui a fait les guerres de décolonisation. Voilà. Si vous voulez vraiment déstabiliser Emmanuel Macron et l'idéologie qu'il représente, prenez-vous-en à Jules Ferry. Parce que le discours de Macron, c'est exactement celui de Jules Ferry, qui disait qu'il y avait un droit et un devoir des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Le discours d'Emmanuel Macron est dans la lignée exacte de Jules Ferry. Bon, on a quitté l'Algérie, on arrive maintenant au Cameroun, et c'est toujours la même histoire. Bon, c'est le déni, le mensonge, le confusionnisme, comme je vais vous le montrer immédiatement. Commençons déjà un peu par la fin, par la déclaration sur laquelle la citation bien connue de Jules Ferry sur le droit des races supérieures d'aller dominer, instruire, réveiller les races inférieures. Mais il nous dit c'est la gauche. D'abord, encore une fois, qu'est-ce qu'il veut dire par gauche? Jules Ferry est un républicain, mais il n'est pas de gauche. Bon, alors évidemment, par rapport à des gens qui étaient pour le rétablissement de la monarchie, des privilèges anciens, etc., oui, il était de gauche. Mais par rapport à quelqu'un qui, comme disait Mitterrand dans les années 70, lorsqu'il a fondé le nouveau Parti Socialiste, et il disait que personne ne peut être de gauche s'il ne veut pas, s'il n'est pas pour la rupture avec le capitalisme. Vous entendez? S'il n'est pas pour la rupture avec le capitalisme. Alors c'était une pause, mais vous comprenez l'esprit. Bon, le mot gauche veut dire tout et rien. Bon, mais je répète, hein, je me ferai un devoir d'y revenir au plus tôt, parce que là, ça devient de folie totale. Donc, je reviens à l'histoire de M. Ferry, mais en réalité, ce n'est pas que seulement les républicains, comme si les gens qui étaient à droite, les monarchistes de droite, etc., pensaient autre chose au XIXe siècle que ce que pensait Jules Ferry. Non, c'était une opinion générale en Europe ou en Amérique. Enfin, dans le monde blanc, disons, le monde occidental. Penser qu'il y avait une race supérieure, et comme par hasard, c'était la leur, et que toutes les autres, elles étaient inférieures, ben oui, mais tu sais d'extraordinaire, c'est banal. Mais c'est d'une banalité extraordinaire. Bon. Donc, voilà, déjà, le premier point sur cette histoire de race supérieure, etc. Alors dire que M. Macron est encore sur cette ligne, non, M. Macron n'est pas sur cette ligne. Certes, M. Macron, comme tous les impérialistes et tous les bourgeois occidentaux, a un sentiment d'ethno-supériorité, c'est vrai, mais c'est pas du racisme. On peut pas les accuser de racisme alors que c'est eux qui organisent la plus folle migration humaine qu'on ait jamais vue de toute l'histoire. Bon, c'est incompatible, d'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il n'y a pas de racisme en France. Les problèmes qui se posent ne relèvent pas du racisme. On ne peut pas accuser des gens de racisme et en même temps constater qu'ils font venir toutes les races possibles et imaginables et en grande quantité en France ou aux États-Unis ou en Allemagne, etc. Il y a évidemment contradiction dans les termes, c'est évident. Bon, alors, maintenant il nous dit, je mets de côté donc cette histoire, encore une fois, que ça serait la gauche qui serait responsable de ce qu'il appelle la gauche. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Hein. J'ai déjà montré qu'en réalité, le colonialisme a commencé bien avant l'établissement de la Troisième République. Ça a commencé sous la monarchie. Ça s'est perpétué ensuite, que des régimes parfaitement de droite, d'extrême droite, n'ont rien changé au fait. Par exemple, encore une fois, si c'est bien, s'agissant de l'Afrique subsaharienne,
avec quand même une exception pour une partie du Sénégal. Mais pour l'Afrique subsaharienne, globalement, c'est bien sous la Troisième République que le processus colonial a eu lieu. C'est vrai. Mais les régimes qui se sont succédés ensuite, et au fur et à mesure, prenons Vichy, prenons le maréchal Pétain. On ne peut pas faire plus d'extrême droite que lui. Est-ce qu'il a proposé aux Camerounais ou aux Africains subsahariens de reprendre leur indépendance? Pas du tout. Il leur a imposé, au même titre que les gouvernements de gauche, entre guillemets. Bon. Ensuite, si on prend les reproches que font les Camerounais, parce que peut-être certains d'entre vous ignorent un peu de quoi on parle. Il faut savoir qu'il s'est passé des crimes absolument incroyables, peu connus. Hein. Et c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Hein. Vous savez, il faut aller vraiment dénicher, faire des travaux qui sont tout d'abord niés, puis ensuite critiqués, puis ensuite admis du bout des lèvres, etc., pour arriver enfin à une connaissance historique de quelque chose. Or, il y a un fait qui est certain, et on a maintenant une très 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 grosse documentation, sur ce qui s'est passé au Cameroun. À quelle époque? À l'époque de Jules Ferry? Non, non. À l'époque du général de Gaulle. C'est un gauchiste lui aussi. De Focard, etc. Du régime gaulliste. Des gauchistes aussi. Comment ils disent? Des gauchias à Sarwell. Général de Gaulle. Arrêtez de dire des conneries. Fatigué. Bon. Alors je vais vous épargner un peu les détails, mais je vais vous donner quand même une petite base bibliographique. En tout cas, il s'est passé au Cameroun, à la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, en tout cas dans les années 60, une répression gigantesque menée par la France contre des opposants camerounais. Ça a été un massacre de très très grande ampleur. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je les renvoie à un livre célèbre qui s'appelle Cameroun et qui a été publié aux éditions de La Découverte. Je vous le mettrai à l'image. Et vous aurez le détail. Je sais aussi qu'il existe quelques films sur Internet. Il suffit d'aller chercher un peu et vous les trouverez. Sur l'incroyable niveau de violence qui a été infligé aux Camerounais à cette époque-là. Et je répète, c'était pas Macron, c'était pas les gauchias. Eh bien, donc voilà. Ces événements ne relèvent pas du tout de ce que raconte Monsieur Moreau et son histoire de la gauche, mais bien d'autres choses. Et effectivement, la domination coloniale et impérialiste est une domination transpartie. C'est le système qui est colonial et impérialiste. C'est un système capitaliste. C'est pas telle ou telle tendance politique. C'est pas vrai. Ferry, qui est adoré, encensé par toute la gauche française, de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, en passant par Emmanuel Macron. Donc si vous voulez vraiment obtenir une réaction de la part du régime français, désigner le coupable. Et je ajouterai encore une chose, c'est que l'autre victime de la colonisation, ça a été le peuple français. Parce que l'argent qui a été investi par l'État français dans les colonies françaises n'a pas été investi sur notre territoire. Et il y a des départements entiers, comme la Lozère, qui n'ont pas pu être développés, parce que 5% de notre PIB partait dans les colonies. Alors certes, il y a des gens qui se sont enrichis de la colonisation, mais c'était pas l'État français et c'était pas le peuple français. Le peuple français est aussi une victime de la colonisation. Donc il est injuste de demander des comptes à la France, et surtout de demander des comptes au peuple français qui n'y est absolument pour rien. Non seulement, bien entendu, les Français d'aujourd'hui, mais ses arrière-grands-parents qui ont été contraints à cette politique coloniale qui avait été décidée par la gauche française. Alors dans ce passage, M. Moreau résume à peu près la totalité des absurdités des droitards et extrêmes droitards néo-AS, qui consiste à inverser le réel, bon, comme d'habitude.
Non, le colonialisme n'a rien rapporté à la France, ça lui a coûté. Donc, ce qui veut dire, il semble-t-il que ça a profité aux colonisés. Alors, il met en vignette derrière lui, sur sa vidéo, un livre connu dans ces milieux-là, qui est un livre de monsieur Daniel Lefebvre, qui s'appelle Cher Algérie, et qui prétend dire que, en effet, ça n'a pas rapporté grand-chose à la France. Mais je vais préciser tout ça. Hein. Et il prend, le petit malin, il prend comme période de travail, d'études, il prend 1930-1962, c'est-à-dire un siècle après le début de la colonisation. Ça il tient compte des 32 dernières années. Bon, d'une part. Mais lui-même était l'élève, M. Daniel Lefebvre est mort aujourd'hui, hein, il est décédé. C'était un élève de M. Jacques Marseille, qui lui-même est décédé, et qui est le premier à avoir essayé de prouver sur le plan académique, universitaire, la réalité de la thèse selon laquelle, en fait, ça n'aurait pas, le colonialisme n'aurait pas autant rapporté à la France. Il faut savoir que ce Jacques Marseille était un ancien communiste, du Parti communiste. Il y a adhéré à la fin, enfin, je veux dire, en 68, c'est-à-dire, bon, quand c'était plus grand-chose. Enfin, il existait encore un peu comme parti, mais je veux dire, on était déjà dans la phase qui annonçait la chute. Et surtout, c'était quelqu'un qui a quitté le Parti communiste et qui est devenu un auteur libéral. Et son but universitaire, académique, c'était de réfuter la thèse célèbre de Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et d'essayer de se faire une place dans les milieux libéraux. Voilà. Bon, la réalité, c'est que si on regarde bien de près la thèse de Jacques Marseille, ou même celle de Daniel Lefebvre, en réalité, ils ne disent pas exactement ça. Ils ne disent pas que ça a rapporté quelque chose aux gens colonisés, ils ne disent pas du tout. Hein. Ils ont bien été exploités, il n'y a pas de doute, et volés, spoliés. Mais il dit que globalement, ça n'a pas rapporté à l'État. C'est ce que dit M. Moreau. Mais c'est fou. D'abord, c'est quoi le colonialisme à la base? C'est quoi? Le capitalisme, de façon générale, c'est quoi? Est-ce que c'est fait pour enrichir tout le monde? Pour Jacques Marseille, qui a été communiste jadis, manifestement, il n'a pas lu une ligne de Marx. Il ne comprend pas ce que c'est le capitalisme. Le capitalisme, quand on dit la France, d'un point de vue capitaliste, la France n'existe pas. Ce qui existe, c'est la bourgeoisie. Par définition, la bourgeoisie française s'enrichit d'abord historiquement sur le dos du prolétaire français. Puis ensuite sur le dos de tous les prolétaires qu'elle peut exploiter n'importe où sur la Terre. Si elle pouvait le faire sur la Lune, elle le ferait sur la Lune. Où est le problème? C'est valable pour toutes les bourgeoisies. Donc, bourgeoisie française, ce n'est pas l'État français. Même si l'État français, de facto, travaille pour la bourgeoisie française. L'État français. Macron, aujourd'hui, travaille pour la bourgeoisie française. Ses lois, ses règlements, ses positions, sa fiscalité, tout travaille, non pas pour le prolet français, même de souche. Elle travaille, et le gouvernement travaille, pour les intérêts de la bourgeoisie française. C'est quand même, c'est pas compliqué. Et là-dessus, je veux dire, qui réellement réfute ça? Très peu de gens. Alors bien sûr, tu vois, on a les néolibéraux, les libéraux un peu fanatiques qui expliquent, comme Moreau d'ailleurs, qui expliquent que la France est socialiste. Ah bon? Mais comment elle serait socialiste, la France? Elle surtaxe la bourgeoisie, les firmes internationales, elle accorde aux prolétaires des droits exorbitants. Mais évidemment que non. Évidemment que non. Voilà, on sait parfaitement qu'on vit dans un système, globalement, dans le capitalisme occidental, mais c'est vrai pour les capitalismes russes et chinois. Concrètement, c'est 1, 2, 3% de la population qui contrôlent et accumulent la richesse, tandis que le reste de la population, 97%, est dans la difficulté, à des degrés divers.
mais fondamentalement dans la difficulté. Et ça va s'aggraver. Hein. Nous entrons dans une crise du déclin du capitalisme occidental et de l'impérialisme occidental. Bon, alors je mets ça de côté, je reviens à M. Moreau. Donc son histoire que ça aurait coûté plus cher que ça n'a rapporté, c'est évidemment pas vrai. Et ce n'est même pas ce que disent les auteurs en question. Il faut les lire. Il ne faut pas juste prendre le titre et expliquer ce que les gens n'iront pas vérifier puisque les gens ne lisent pas. C'est très simple. Bon, alors ensuite il dit que finalement aurait été la vraie victime de ce qu'il appelle encore une fois le colonialisme de gauche. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Le colonialisme, c'est pas que la gauche, c'est la gauche et tout le reste, largement. Et je rappelle, s'agissant du Cameroun ou de l'Algérie, c'est bien, en tout cas le Cameroun, c'est clair, c'est sous le régime du général de Gaulle, ça a commencé un peu avant, mais ça s'est toujours intensifié avec le régime du général de Gaulle, la répression au Cameroun. C'est établi, c'est ultra documenté. Donc c'est encore un énième mensonge. Enfin, il dit quasiment hein, la vraie victime de tout ça, ça sera en fait les Français. C'est pas les gens qui sont fait buter en masse par le colonialisme français. Non. Les victimes, c'est les Français d'aujourd'hui et ceux d'hier. Voilà. C'est-à-dire que quand les soldats qui ont buté, par exemple, alors je ne prends même plus l'Algérie parce que n'en parlons pas, c'est tellement gigantesque, mais par exemple au Cameroun, eh ben, c'est pas les soldats qui ont assassiné, brûlé, violé, détruit des villages entiers, etc. Au Cameroun. Non, eux, c'est des victimes. Les soldats français sont des victimes. Donc, les coupables, c'est qui? Alors, il n'ose pas dire quand même que c'est les Africains eux-mêmes. Il dit, c'est la gauche française. Voilà, c'est la nouvelle explication magique des Drottards. Hein, tout est comme ça. Bon, c'est tellement absurde que je ne vais pas continuer plus longtemps sur ce point. C'est vraiment à rire. C'est ridicule. Mais je vais quand même, pour finir, et pour conclure sur ce sujet, cette stupide explication de M. Moreau, enfin c'est pas une explication, c'est du grand n'importe quoi, je vais terminer avec ce passage du professeur Raoult. Et je reviendrai après, vous comprendrez pourquoi ce passage. D'abord, il faut que vous sachiez, j'ai un point de vue, moi, qui est très biaisé par mon histoire personnelle. Mon père était professeur du service santé des armées, spécialiste en nutrition, un des premiers spécialistes en nutrition au monde. C'est comme ça que je suis né au Sénégal, parce qu'il avait construit, je crois, la première unité de recherche sur la nutrition tropicale. Et il a participé à la création de la FAO, qui est l'organisme de l'ONU pour la nutrition. Il a été... il obéissait pas beaucoup, c'est pire que moi. Il obéissait très peu, bien qu'il soit militaire, hein, il a fini général, mais il obéissait pas beaucoup, et au bout d'un moment, il a préféré se mettre en marge de l'armée et rentrer comme consultant à l'OMS, et à l'OMS, on lui a demandé, en 63, de faire un bilan sur l'état nutritionnel de l'Algérie après l'indépendance. Et donc, vous allez voir cette image, ce qu'est l'image nutritionnelle de l'Algérie. Donc, mon père s'est occupé de redresser la situation en termes de nutrition en faisant des choses que vous pourrez connaître chez moi, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait une poudre pour les enfants qui soit faite avec des produits locaux et pas importés, Nestlé, mais faire une poudre locale, c'est ce qu'il a fait avec des pois chiches. D'ailleurs, vous voyez, les pois chiches redeviennent à la mode parce que c'est plein de protéines, les pois chiches. Il a créé une école de diététicienne. Cette poudre s'appelle la superamine. Donc, chaque fois que je rencontre des gens qui ont 50 ans, ils connaissent tous la superamine. Donc, mon père qui a mis au point la superamine. Et donc, il y a 3 usines de superamine qui ont été construites en Algérie pour donner les gosses. Ensuite, il a créé une école de diététicienne. Et ensuite, il a fait faire des menus pour les gosses pour que, à partir du moment où ils aillent à l'école, en mangeant à la cantine, ça couvre leurs besoins nutritionnels de la journée. Mais il faut voir que l'Algérie, au moment de l'indépendance, était dans un état de dénutrition qui n'était pas digne d'un département français. Donc, je ne sais pas si je vais me fâcher avec des gens qui étaient des soutiens importants pour moi, mais la réalité, c'est celle-là. Et l'espérance de vie, depuis que l'Algérie
s'est séparé de la France n'a pas cessé de grimper de manière considérable. L'écart qu'il y avait entre les Algériens et les Français en termes d'espérance de vie était de 25 ans. D'accord, c'est en train de se rattraper entièrement quand même. Hein. Donc c'est la même histoire que notre opinion sur le fait qu'on apporte le bien, le progrès et la santé au reste du monde, mais si on regarde la réalité maintenant telle qu'elle était, c'est pas aussi clair que ça. Alors, vous avez entendu ce passage du professeur Raoult. À la limite, je crois qu'il est même inutile que je le commente plus avant. En tout cas, c'est l'expérience de son père, qui était un médecin. Bon, il a expliqué tout ça. L'état dans lequel, et c'est qu'un aspect des choses, hein, là on parle de nutrition, y compris de nutrition des enfants. Dans quel état le colonialisme a laissé l'Algérie, les populations algériennes, après 132 ans. Et alors, je parle pas du reste, hein, n'en parlons pas. Quantité de morts, de pillages, de vols, de destruction, de tout ce que tu veux. Hein. Bon. Mais juste l'état alimentaire des enfants algériens, de la population générale et des enfants algériens en particulier. Et que, en un laps de temps très court, l'Algérie a rattrapé quasiment tout son retard. Voilà. C'est ça le bilan du colonialisme français, c'est de la merde de A à Z. Je veux faire quand même une petite remarque que j'espère développer un jour, qui est vraiment un sujet très intéressant. Et bon, il y a quelques coupures de presse, il y a quelques petites interventions ça et là, mais c'est un sujet peu connu. C'est qu'en réalité, quand vous comparez par exemple les courbes d'âge des Nord-Africains en France, je dis bien en France, pas il y a un siècle, là, aujourd'hui, hein, eh bien, on constate un décalage très net entre l'espérance de vie d'un Nord-Africain en France et d'un Français de souche. C'est très net aussi. Pour le dire autrement, les Nord-Africains meurent beaucoup plus et beaucoup plus tôt que les Français. Voilà. Alors, on y reviendra plus tard. Un de ces jours, bon, il y a beaucoup de choses à dire, vous savez, hein, c'est très difficile de tout traiter, hein. Mais ça serait vraiment une question sur laquelle il faudrait revenir, et je m'efforcerai de le faire un de ces jours. Et donc voilà. Alors, pour conclure cette vidéo, je vous dirai donc que ce que j'ai déjà dit d'entrée, c'est que le travail de M. Moreau s'agissant de la situation en Russie ou de la situation de la guerre actuelle en Ukraine, que ces informations, ces bulletins d'information ne manquent pas d'intérêt et sont plutôt bien faits. Et relativement, en tout cas, on sent qu'il y a un certain scrupule à ne pas colporter, y compris, disons, les éléments de propagande russe, parce qu'ils existent aussi, forcément. Mais s'agissant du reste, c'est plutôt calamiteux, c'est-à-dire c'est du niveau d'extrême droite, de droitard et d'extrême droitard. Mensonge sur le colonialisme, mensonge sur les réalités historiques, délire total dans l'interprétation des faits politiques. Encore une fois, appeler Macron socialiste ou le président Biden gauchiste, là c'est de la démence complète. Voilà. S'agissant de ce que c'est réellement la gauche, qui ne vaut pas grand-chose, hein. En tout cas, a fortiori celle d'aujourd'hui, mais qui est quand même, mais qui a une histoire et qui mérite d'être connue, je m'efforcerai d'y revenir, et en même temps parler aussi du gauchisme, parce que c'est pareil, si Biden est gauchiste, c'est quoi un gauchiste, quoi, en fait. Voilà, bon, je termine un peu de manière un peu abrupte, et je vous dis à la prochaine fois. Merci.